Tu l'as vu? Tu l'as vu? Et celui-là, tu l'as vu? Tu l'as vu celui-là. Mais tu l'as vu? Tu l'as vu? Tu l'as vu? Alors, tu l'as vu? Hey, tu l'as vu? Et celui-là, tu l'as vu? Bonjour à tous pour ce nouveau numéro de Tu l'as vu. Cette fois-ci, ce n'est pas Gravelax, c'est Gooby qui vous présente les autres participants. Nous avons donc avec nous Gravelax. Bonjour à tous et à toutes. Nous avons Kaza également. Bonjour. Et donc moi-même, Gooby. Dans cette émission aujourd'hui, nous allons parler non pas d'un genre comme les semaines précédentes, mais d'un acteur qui nous tient à cœur. Et nous allons donc formuler ça sous forme de top 5. Donc de top 5, soit de nos films préférés avec cet acteur, ou de films qu'on a envie de faire découvrir. Contrairement aux émissions précédentes, nous n'aurons pas forcément vu les films présentés par les deux autres. Le but sera donc de faire découvrir à ceux qui ne les ont pas vus. Comment veux-tu que l'on fasse? On va faire ça en direct. On va quand même garder l'idée des émissions précédentes, on va faire ça sous forme de tirage au sort, donc cette fois-ci pour savoir qui va commencer, et ensuite on fera tour à tour, on présentera chacun un film. Pas de problème. Donc Gravelax, je te laisse choisir un numéro entre 1 et 3. Eh bien je vais changer, je vais prendre le 1. Alors, qui va commencer? C'est moi-même qui vais commencer. Donc moi, mon top 5 sera consacré à Robin Williams. Pour présenter peut-être rapidement mon rapport avec Robin Williams, c'est celui que je considère comme étant mon acteur préféré, toute époque confondue. Voilà. Si je dois parler des acteurs de façon contemporaine, des acteurs toujours en activité, ce serait Jake Gyllenhaal. Si je dois prendre un acteur toute époque confondue, donc c'est Robin Williams. C'est l'acteur qui a bercé mon enfance. Bon, ça, j'en avais déjà vaguement parlé dans une des émissions précédentes, lorsque j'avais parlé de Hook, de Steven Spielberg. Donc voilà, ça c'est vraiment l'un des acteurs, si ce n'est peut-être l'acteur qui m'a vraiment donné la passion du cinéma, et c'est pour ça que je tenais donc à consacrer mon top à cet acteur. Pour premier film, je vais peut-être tout simplement parler par celui qui est le plus connu de mes 5, comme ça ensuite je passerai à des films un peu moins célèbres. Donc moi je vais commencer par parler de Madame Doubtfire de Chris Columbus. D'accord. Film relativement connu, je pense que vous l'avez vu tous les deux, et que la plupart de nos auditeurs l'ont déjà vu, ou en tout cas le connaissent. Pour pitcher le film assez rapidement, donc c'est l'histoire de Daniel qui a pour métier doubleur de dessins animés, qui donc a une vie de famille, qui a 2 enfants et une femme, qui va rapidement dans le film donc vouloir divorcer, et lui, comme il se sera fait virer de son travail, n'aura pas de boulot, et donc le juge va considérer qu'il n'a pas d'assez bonnes conditions de vie pour continuer à vivre avec ses enfants, et donc il n'aura pas du tout la garde de ses enfants, ou en tout cas seulement le week-end. Et donc lui va rapidement trouver, grâce à l'aide de son frère qui donc travaille dans le cinéma, notamment au niveau des maquillages et des costumes, va lui fabriquer un costume sur mesure. Il va se faire passer pour une nourrice, donc en voyant que sa femme va chercher une nourrice pour s'occuper des enfants, donc lui va se créer un personnage, donc il va appeler Madame Doubtfire, j'ai oublié le prénom, Iphigénie Doubtfire, donc sera le personnage qu'il va créer, le personnage de boniche, enfin de bonne à tout faire, et donc en l'occurrence de nourrice, pour s'occuper de ses enfants sous une fausse identité. Donc voilà, c'est un film qui me tient à cœur parce que j'aime énormément l'équilibre qu'il y a, enfin la légèreté, malgré le ton dramatique parfois du film. L'humour reste quand même très très présent, et donc il y a ce côté très touchant, très drôle, et en même temps très touchant dans certaines scènes. On s'attache énormément à ce personnage de Daniel. Comme lui, on a envie vraiment qu'il fasse tout et qu'il trouve les bonnes solutions pour pouvoir rester proche de ses enfants. Puis oui, le sujet est quand même assez familial, il peut toucher beaucoup de monde, qu'on soit justement enfant ou parent, qu'on ait connu des parents divorcés ou pas d'ailleurs, ça peut toucher un peu tout le monde, je pense. Et Robin Williams c'est vraiment dans l'un de ses plus grands rôles, parce que justement il montre un peu les deux facettes qu'il a montré tout au long de sa carrière en fait dans ce film. C'est que vraiment le côté très sérieux qu'il peut avoir dans des films comme, je peux citer parce qu'il sera pas dans la suite de mon top 5, comme Will Hunting par exemple, où il est dans des rôles très sérieux et où il a été récompensé pour ça, et en même temps il reste très présent dans son côté très comique qu'il a révélé, puisque de toute façon il a commencé avec le stand-up. Je commence par ce film là parce qu'il résume assez bien les deux facettes de sa carrière.
Un film assez marquant. Moi, c'est vrai que je l'ai vu en étant ado. Je l'ai découvert en salle. Je pense pas l'avoir revu depuis. J'ai pas trop de souvenirs à part par extrait ou bribes ou bande-annonce. C'est là où on voit tout le potentiel. Où le potentiel est utilisé de façon équilibrée. On va dire qu'il y avait pas encore trop de dérives. Et c'est pour découvrir le comique de Robbie Williams. C'est un film, je pense, le plus important à voir. Après, il y en a d'autres forcément, mais je pense que c'est un des films les plus équilibrés. J'espère que t'as pas Flubber, par exemple. Non, j'ai pas vu. D'accord, bon, ok. Donc on peut parler de comique. Peut-être terminer par une petite anecdote sur le film que j'ai vu assez récemment. Donc une anecdote par rapport à Madame Doubtfire. Robin Williams s'est vraiment investi à fond dans le rôle, à tel point qu'il a voulu tester son personnage quelques jours avant le début du tournage, et pour bien tester le costume et voir si ça fonctionnait, il a mis le costume tel qu'on le connaît, le costume définitif de Madame Doubtfire, et il est allé dans un sex shop pour s'acheter, pour faire ses petites emplettes, et donc il est ressorti de là totalement incognito, personne ne l'avait reconnu, et c'est comme ça qu'il a décidé de valider définitivement ce costume tel qu'on le connaît. Je trouve que c'est une anecdote plutôt marrante. En effet. Il tenait peut-être à reprendre ce personnage parce qu'il y avait un projet de suite et qui a été vraiment à 3-4 mois de son suicide, mais en effet c'était un projet d'avoir une suite à Madame Doubtfire. Forcément c'est important, je pense, on procédera comme ça de toute façon, de commencer par un film assez grand public pour chacun des acteurs qu'on a choisi. Donc oui, Madame Doubtfire c'est pleinement dedans. On peut continuer. Donc le numéro... Donc Casa, il reste le 2 ou le 3. Moi le film que j'ai... Ah pardon. Numéro... Ah oui, si tu veux y aller, vas-y. Ouais, vas-y. Pardon. Je vais choisir le numéro 1, s'il te plaît. C'est le seul qui ne reste pas, je te dis il reste le 2 ou le 3. Exprès. Bon, alors je vais choisir le numéro 2, s'il te plaît. Alors le 2, vas-y, lance-toi, c'est ton acteur. Il n'y a pas de trucage. Pour commencer, donc moi je vais vous parler de DiCaprio, Leonardo DiCaprio. Leonardo, bah oui, non, le grand. Si tu parles de son frère, voilà. Puis trop sûr. Non, DiCaprio, Leonardo, bien sûr. Je sais que c'est pas original, mais c'est l'acteur qui m'a toujours marqué. Bon, en tout cas, dès que je suis né, ça a commencé avec quoi ? Avec Titanic. Donc Titanic, Leonardo DiCaprio, voilà, c'est un phénomène quoi. Et encore, à l'époque, on le reconnaissait pour sa beauté, pour son côté petit blondinet mignon. Voilà, c'est ça. Au fur et à mesure du temps, on le reconnaît plus pour son côté acting quoi. Pour moi, c'est le plus grand acteur de sa génération, plus grand acteur en vie actuellement. Oui. Je pèse mes mots. Oui. D'accord. Ah oui. Et encore, il est plutôt jeune pour un. En tout cas, c'est mon préféré. Voilà, je vais dire ça comme ça parce que ça va éviter tous les débats. Voilà. Et donc, pour vous présenter cet acteur, je vais commencer par son film qui, pour moi, représente le plus son talent. C'est Le Loup de Wall Street. Non, j'ai pas parlé de Titanic. J'ai préféré commencer avec Le Loup de Wall Street de Martin Scorsese parce que clairement, c'est mon film préféré de sa filmographie. C'est pas une liste qualitative par rapport au film. Enfin, c'est pas les films qu'on compare là. C'est l'acteur et dans ce film-là, c'est là où on voit le plus son talent. On a son côté vraiment fou quoi. En fait, on a toutes les palettes de jeu pratiquement. On a le comique de gestes. Je pense à notamment quand il est drogué là, et qu'il doit partir avec sa voiture. Enfin voilà, des scènes comme ça, c'était. Enfin pour moi, je me suis dit mais là c'est un grand acteur. Enfin même le muet quoi, il arrive à le gérer. Il arrive à jouer l'émotion. Quand on va vers la fin du film, il commence à tout perdre. On a le comique. Il sait jouer le comique. Il sait tout jouer. Et c'est pour moi le film où il méritait son Oscar. Vraiment. Oui, je faisais partie des gens qui regardaient et avaient fait nuit blanche cette nuit-là pour que finalement c'est Matthew McConaughey qui gagne son Oscar pour Dallas Buyers Club. Voilà, je pense que je vais pas pitcher le film tout le monde. Oui, non, mais dire aussi que c'est un grand film, ne serait-ce que par l'entourage aussi. Enfin, pour un Scorsese. Oui, il y a Jonah Hill, Margot Robbie, Rob Reiner qui souvent est plutôt de l'autre côté de la caméra là, qui est devant. Jean Dujardin. Oui. En VO. D'ailleurs, il faut regarder ce film en VO. Mais les scènes avec Jean Dujardin en VO, c'est quelque chose quand même. Jordan Belfort, at last. Nicholas has told me so much about you. Jordan, Jean-Jacques Sorel. Pleasure to make your acquaintance. Nice to meet you. It's not that important. You'll understand when you're in the fucking okay. You need a bigger couch for guests. Yeah. I don't understand. I'm sorry. I'm curious about your bank secrecy laws here. Wait, yes. Excusez-moi, Jordan. Swiss custom requires 10 minutes of blah, blah, blah. Chit-chat. Yeah, chit-chat, thank you, before business can be discussed. Yeah. Of course. Let's get down to it. What would you like to know?
Under what circumstances would you be obligated to cooperate with an FBI or U.S. Justice Department investigation, for example? Ça dépend. Ça dépend? Oui. Ça dépend on what exactly? Whether America plans to invade Switzerland in the coming months. So check if tanks are rolling down the Rue de la Croix, huh? Yes, Rue de la Croix. Croix. La Croix. Croix. Not Croix, no, not Rue de la Croix. Croix. See, this is what I used to do back in law school. Check me. Champagne, champagne. Yeah. Yeah. French fries. Bon fruit. And that kind of stuff. That's fun. Et puis évidemment, ouais, je trouve aussi que la scène où il est complètement drogué, en effet, pour atteindre sa voiture, c'est une des plus marquantes. Bon bah je suppose qu'il ne reste que moi. Oui, vas-y, Gravelax. Donc à savoir que tiens, c'est original, Gravelax, il va dire je vais parler d'un acteur qui me rappelle mon enfance. Voilà. mais qui me poursuit aussi encore aujourd'hui. C'est Jean-Paul Belmondo, donc complètement d'abord apparenté à l'enfance avec toute l'époque en effet de VHS. C'est un copain de mon père qui avait un vidéoclub et donc j'ai forcément commencé étant enfant par les Belmondo commerciaux, donc tout ce qui est ce que je ne vais pas dire, donc je préfère les dire maintenant, donc tout ce qui est le professionnel, la Zézas, le marginal, Hold Up ou Joyeuse Pâques, donc toute la période on va dire Bébel dans toute sa splendeur. Et puis finalement arrivé vers 10-12 ans, il y a la famille du côté de ma mère qui commence à dire tu commences à nous emmerder avec ton Belmondo, là faut que tu regardes autre chose. Donc finalement je me suis fait taper sur les doigts, donc j'ai arrêté. Et puis finalement il y avait un autre vidéoclub qu'on fréquentait où je demandais finalement vous avez pas d'autres Belmondo, parce que je voyais que comme c'était pas forcément simple d'avoir tous ces films, j'avais accès au dictionnaire avec la liste des films, mais beaucoup étaient difficilement visibles, pas beaucoup diffusés, parce que finalement c'était toujours la période Bébel qui était diffusée à l'époque sur TF1, etc., les ciné dimanche. Et donc il y a un vidéoclub où je lui dis est-ce que vous avez des Belmondo, etc., et il me dit tu reviens demain. Donc je reviens le lendemain, et en fait c'était tout des Belmondo, mais période film d'auteur. Et c'est là en fait où j'ai eu une nouvelle renaissance et un nouvel amour vis-à-vis de Belmondo, parce que là j'ai découvert l'acteur en fait. Et c'est pour ça que je l'aime énormément, c'est que c'est un acteur aussi fluently, c'est-à-dire qu'on ne voit pas le métier. Ça a l'air facile en fait. Il est totalement derrière le personnage, même si c'est un personnage qui peut lui ressembler. Et là, en fait, on ne voit pas le travail de comédien. Et en fait, faire qu'on ne voit pas le travail, c'est énormément de travail. Et surtout, c'est un acteur aussi qui peut en effet tout jouer. D'ailleurs, dans mon top 5, je vais plutôt proposer un film par genre, parce qu'en effet, il a fait plusieurs genres de films, plutôt qu'un ordre de préférence. Parce que par exemple, Peur sur la ville, c'est un de mes films préférés avec Belmondo. Comme j'ai déjà proposé en recommandation de l'épisode sur le film policier et le thriller, je vais pas le représenter une seconde fois. Et donc en effet, pour moi, j'ai redécouvert Belmondo, mais dans toute sa gamme de jeux qui est assez importante, notamment tout ce qui est forcément période Godard, avec Nouvelle Vague, avec À bout de souffle, avec Pierrot le Fou, qui est aussi un de mes films préférés que je ne vais pas présenter parce que je préfère parfois parler de films peut-être un petit peu moins connus, même si je vais faire grand public aussi. Donc tout ce qui est en effet Stavisky aussi d'Alain Resnais, où il fait l'escroc des années 30, les films avec Ventura aussi, Classe Touriste, un film de Chabrol aussi à double tour, Un Singe en hiver avec Gabin forcément. Peu à peu, donc je me suis construit une cinéphilie autour de Belmondo, même en allant jusqu'à voir les films les plus invisibles. Pour vous dire à quel point ça me poursuit encore, il y a encore 5 ans, j'étais à la recherche d'un film qui s'appelle Un beau matin d'été, qui est un film de 1965 de Jacques Deray, réalisateur de La Piscine par exemple, et de Borsalino. Et donc c'est un film invisible, c'est une question de droit. Et donc en fait je l'ai eu par un téléchargement, par une télévision italienne qui le diffusait à 2h45 du matin. Wow. Voilà, pour le voir en version française, et finalement après je l'ai acquis de façon on va dire légale par un DVD espagnol. Et en fait je reproduis ça avec les Blu-ray. C'est-à-dire que les Blu-ray de Belmondo, même les plus commerciaux, ils sont peu à peu maintenant commercialisés par Grappe, par Studio Canal, mais encore là en début septembre, ils ont sorti Le Marginal en Blu-ray, qui pourtant est un film normalement très très facile à voir. Et en fait j'ai dû constituer par des achats en Blu-ray, mais en Allemagne, en Espagne, en Écosse. Et en fait tous les Belmondo étaient sortis en Blu-ray, mais même parfois des plus obscurs. Voilà, mais donc cette passion elle me quitte pas encore aujourd'hui. Et bref, tout ça pour dire que c'est un des acteurs qui, je pense, à part peut-être 1 ou 2 films, j'ai quasiment tout vu. Donc c'est pour ça, pour moi, c'est c'est un acteur complet, et c'est un acteur entre guillemets facile, dans le sens où quand on le voit évoluer, on ne voit pas le jeu. Puis c'est une image de la coolitude assez forte, quoi. Oui. Pour le premier film, moi je peux proposer quelque chose de plus... Si je devrais proposer quelque chose de plus connu, je vais commencer par ce que j'ai choisi pour la comédie, à savoir la référence. Je pense que s'il y a un Belmondo à voir, c'est celui-ci, c'est Le Magnifique de Philippe de Broca, donc de 1973, qui comporte quand même beaucoup de
de Bebel. On y retrouve, alors, même s'il ne veut pas l'avouer, on retrouve beaucoup de Francis Weber au scénario, c'est un de ses premiers. Par contre, bon, je pense que comme ça a été peut-être un petit peu modifié, il a pas voulu signer la paternité. Je crois que c'est même un des films sans scénariste crédité. Mais en fait, donc l'histoire en effet, c'est celle de Bob Sinclair, donc qui est un agent type de James Bond de papier en fait, qui est écrit donc par ah oui, bah c'est d'ailleurs Bob Sinclair. Ouais. Bob Sinclair a tiré son nom de Bob Sinclair, le héros de. C'est donc un personnage des romans de François Leclerc, qui est donc un double rôle joué par Belmondo. On a d'à côté l'écrivain François Leclerc qui écrit les aventures de Bob Sinclair. Donc on voit en fait, c'est une mise en abîme, on voit en même temps les aventures de Bob Sinclair à l'écran qui réussit tout, et François Leclerc qui a une vie un petit peu misérable. Il est dans son appartement avec une vieille machine à écrire qui marche plus, faut qu'il sorte. Il galère à séduire sa belle voisine, qui est jouée par Jacqueline Bisset. Et les amis, je fais une pause car depuis une minute, vous devez vous dire certainement, il débloque complètement Gravelax. Ça fait une minute qu'il nous parle de François Leclerc dans Le Magnifique, alors que le personnage de l'écrivain, c'est François Merlin. Et oui, par contre, François Leclerc, c'est bel et bien un personnage de Belmondo, mais dans Le corps de mon ennemi d'Henri Verneuil, sorti en 1976, où Belmondo joue le rôle d'un homme, donc François Leclerc, qui a fait 7 ans de prison pour un double meurtre qu'il n'a pas commis, et qui cherche donc à mener sa propre enquête, notamment en se confrontant à la grande famille du textile dans la ville, les Beaumont-Liégard, dont le patriarche, Jean-Baptiste, est joué par l'excellent Bernard Blier. Bon, ça serait pas très fair-play de parler du film sans présence de mes amis, mais bon, Belmondo, Bernard Blier, Henri Verneuil, François Perrault, Marie-France Pizier, Claude Brosset, Bernard-Pierre Donadieu. Ah, c'est vraiment un sacré film. La musique de Francis Lay. Mais bon, c'est pas fair play, je vais m'arrêter là. Juste dire aussi que comme l'épisode a été enregistré en septembre 2019 et que je fais le montage début janvier 2020, entre-temps l'annonce de la sortie en Blu-ray du fameux film inédit Par un beau matin d'été de Jacques Deray de 1965 a été annoncée pour le premier semestre 2020, normalement chez Gaumont. Donc une très bonne nouvelle. Sur ce, on revient à l'épisode. Et bien sûr, quand vous m'entendez dire François Leclerc, entendez François Merlin. Allez, on enchaîne. Bah voilà. Peu à peu, avec ce qui lui arrive dans sa vie à François Leclerc, et ben ça influe sur Bob Sinclair. Alors il peut se venger parce que lui prend trop de place, parce que finalement Jacqueline Bisset, sa voisine, est étudiante en sociologie. Quand elle s'aperçoit que c'est lui qui est l'auteur de Bob Sinclair, que c'est la littérature populaire, elle veut faire sa thèse sur Bob Sinclair. Et finalement, elle est folle de Bob Sinclair et pas de lui. Et finalement, il écrit les dernières aventures de Bob Sinclair et finalement il est en train de se venger, l'efféminé, choses comme ça ici. Donc en fait, il y a une très belle mise en abîme, et c'est un scénario assez fort. Et surtout, c'est que les scènes avec Bob Sinclair qui frime, notamment la célèbre sortie de piscine de Belmondo en maillot de bain avec toutes les filles qui le regardent, d'ailleurs qui était repris dans OSS 117, le numéro 2, Rio ne répond plus. On a Dujardin qui essaye avec son corps à lui, qui est déjà pas mal, mais qui est pas aussi musclé que celui de Belmondo, qui essaie de reproduire la scène, puis en fait il fait un plat dans le plongeoir de la piscine. Et voilà, donc non, c'est une référence, et c'est un film très, très malin, très... là encore une fois, peut-être la patte Weber à la base, même si c'était un de ses premiers essais. C'est très malin, c'est très rigolo. Voilà, je peux prendre un exemple très simple, c'est on a sa machine à écrire, on a puis en train d'écrire les dialogues, et il y a la touche des R qui ne marche plus. Donc en fait, ça fait on va partir en hélicoptère. donc en fait, on les voit qui sont en train de parler sans les R. Puis donc pareil, des visites de plombiers qui le font chier, quoi, qui veulent pas réparer. Finalement, le plombier il se retrouve sur la plage et il se fait zigouiller par Bob Sinclair, quoi. Donc non, un film très malin, et je pense que voilà, à mon avis même, c'est une phrase bête à dire, mais petits et grands peuvent s'y retrouver et rigoler, quoi. Il y a plusieurs niveaux de lecture, il y a plusieurs types de gags, il y a plusieurs types d'humour. Donc pour moi, le film référentiel, et puis ça lui va très bien, quoi. Souvent d'ailleurs on dit Belmondo magnifique quand il y a des biographies, des choses comme ça, des documentaires. Pour moi, le magnifique de Dobroca de 73, c'est une belle entrée en matière. On repasse à Gooby. On repasse à moi, donc à Robin Williams. Donc en deuxième film, je vais en choisir un qui va faire la transition. On va dire, on va aller peut-être du plus connu au moins connu. Là, c'est un film qui se trouve entre les deux, selon moi, parce que quand j'en parle aux gens, j'ai remarqué, en fait, c'est un film la plupart du temps que tout le monde connaît mais personne n'a vu. Il y a pas mal de films comme ça. C'est le film Photo Obsession. Ça, la plupart du temps, quand j'en parle, les gens disent ah ouais je vois ce que c'est. Et quand je demande s'ils l'ont vu, bah non. Voilà. Bah oui. Donc c'est pour ça que je tiens à en parler, parce que c'est mais oui, je sais, je pensais notamment à toi. J'aimerais bien le voir, oui. Et donc justement, pour ça que j'en parle, parce que je pense que c'est important de le voir, surtout quand on aime un minimum cet acteur, parce que le film déjà est exceptionnel.
exceptionnel, mais Robin Williams en plus dedans est particulièrement bon. Et le film en fait il se place à une période de sa carrière vraiment intéressante parce que il était à ce moment-là très très connu donc pour ses rôles principalement comiques, notamment Madame Doubtfire dont on venait de parler, mais il avait déjà essayé depuis plusieurs années d'aller vers des rôles peut-être un peu moins comiques, un peu plus sérieux, mais toujours légers quand même, comme Le Cercle des Poètes Disparus, Will Hunting. C'était des rôles sérieux et dramatiques, mais il restait un petit côté léger quand même, quoi. Il était pas spécialement non plus hyper méchant ou ce genre de truc. La Photo Obsession, il y a vraiment plus rien de comique. Dans ce film-là, c'est vraiment l'un des premiers films dans lesquels il est joué qui soit très 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 sérieux, voire même un peu sombre parfois. Enfin, je vais essayer de ne pas trop en dire non plus pour pas gâcher le film à ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Et c'est pour ça que c'est aussi difficile de parler du pitch de ce film sans trop en dévoiler, parce que quand on a envie de bien le vendre, on a envie d'en dire beaucoup alors qu'il faut pas. Et du coup, je vais me contenter cette fois-ci donc du pitch qu'on peut trouver sur internet quand on tape le titre du film sur Google. Donc en fait, c'est tout simplement un employé de laboratoire photo nourrit une réelle obsession pour ses clients, une famille parfaite, et décide d'intervenir lorsque le couple se met à battre de l'aile. Et effectivement, je pense qu'il faut pas en dire plus que ça. C'est tout ce qu'il y a à savoir sur ce film quand on l'a pas encore vu. Voilà, donc lui, il joue le rôle de Cy Parrish. D'ailleurs, c'est un petit clin d'œil parce que le même nom de famille que son personnage dans le Jumanji. Alan Parrish. Voilà. Donc après Alan Parrish, il joue Cy Parrish. Donc voilà, donc c'est un employé à l'entrée d'un grand magasin, d'un supermarché. Donc lui, il s'occupe des photos. Donc à l'époque où on faisait encore les photos au format papier, où on allait encore faire développer nos photos. Voilà. Donc lui, il était là pour ça, pour les développer. Donc voilà, il va s'intéresser particulièrement, ou en tout cas se lier au moins avec un membre d'une certaine famille et intervenir quand il va se rendre compte de certaines choses en regardant leurs photos. Je ne dis pas quoi. Je ne dis pas quel élément. Et donc voilà, c'était très intéressant parce que le film bascule dans plusieurs genres en fait au fil du film, un peu à l'instar, la comparaison s'arrête là, mais un peu à l'instar de Parasite, le film de Bong Joon-ho qui est sorti cette année. C'est vraiment, j'ai l'impression que Photo Obsession traverse plusieurs genres aussi au fil du film, un peu comme Parasite. Et voilà, la réalisation en plus du film est géniale. C'est Mark Romanek qui a réalisé le film et pourtant il a pas fait grand chose d'autre, mais alors quand il le fait en général c'est bon. Pourtant il est plutôt issu du monde musical, il réalise surtout des clips et là c'est un des seuls longs métrages de cinéma qu'il ait réalisé et c'est particulièrement bon. Je me demande pourquoi il en fait pas plus. Il mériterait en tout cas d'être plus reconnu que ça. Puis bon, plein de messages intéressants dans le film aussi, notamment des réflexions justement par rapport à la photo en elle-même, comme le titre du film l'indique. Notamment à un moment, Robin Williams, Cy Parrish du coup, qui regarde des photos et qui cherche des photos même sur des brocantes je crois, puis qui en vient à dire à un moment, quand on regarde les photos on a toujours l'impression que les gens sont heureux parce qu'on ne fait que des photos dans les bons moments et on prend jamais en photo les mauvais moments, et c'est plein de réflexions super intéressantes comme ça dans le film. Donc voilà, donc c'est un film qui est connu mais que peu de monde a vu malheureusement, et je pense qu'il... Oui, toi J'ai vu 2 fois, ouais. C'est très bien, je t'encourage à le revoir encore. Ah oui, bien sûr, ça fait un bout de temps que je l'ai pas vu, mais oui, si, je l'avais vu 2 fois, je pense. Donc oui, non, très, très bon, j'appuie forcément la recommandation. C'est à voir, c'est toujours sympa d'avoir des autres représentations d'acteurs qui sont réputés dans un genre et qui switchent complètement. Et là, en effet, c'est très sec, il y a pas, voilà, on n'a pas le Robbie Williams, il n'y a même pas d'aspect très comique, quoi. Peut-être quelques petites touches d'ironie, quoi, c'est plutôt dans le cinéma ou quelque chose comme ça qu'il faut le rechercher, mais en effet un rôle 100% sérieux à recommander chaudement. Et ben moi écoutez, je me trouve dans une situation assez compliquée parce que voilà, il y a plusieurs films, tout ça, je ne sais pas comment dans quel ordre. Je vais vous parler du coup de Shutter Island. Et bah d'accord, fais donc. C'est très bien. Mais parce que vous avez tous un fil conducteur, tout ça, voilà, moi je suis avec DiCaprio et tout le monde connaît sa filmo, je crois. Et c'est pas grave, c'est pas pour ça que c'est pas intéressant d'en parler. Oui, donc du coup je vais vous parler pour l'instant de Shutter Island. C'est le film où après le film aussi fait beaucoup, je veux dire, c'est Scorsese, voilà, mais il peut jouer n'importe quel personnage, on le suit et on y croit et on a de l'empathie pour lui. Enfin, quand t'es fan d'un acteur, t'as une certaine empathie pour le personnage qu'il te propose. Dans Shutter Island, c'était ça. Au début, il commence comme commissaire, enfin policier en tout cas, enquêteur, et avec Mark Ruffalo, donc ils arrivent sur une île, un hôpital psychiatrique. Donc il y a une de leurs patientes qui s'est envolée, comme qui dirait Ben Kingsley, qui est le directeur de du centre. Et petit à petit, on va se rendre compte que c'est plus qu'un mystère, en fait, c'est plus une introspection. J'en dis pas plus.
Non, mais on est embarqué. Et c'est ça en fait. Je parle de ce film-là, mais je pourrais en parler d'autres parce que on le suit. Enfin, même dans sa folie. Là, c'est le cas de le dire. Mais même dans sa folie, on a de l'empathie pour lui et on le croit. Enfin, il peut pleurer. Et moi, je pleure. Hein. Enfin, je pense qu'on est arrivé à un stade là. Mais oui, c'est là où je me dis, il a du talent, mais il m'a conquis en plus. Donc voilà. Donc pour l'instant, non, je vais rester. On a l'impression que c'est une sorte de battle en fait. Tout le monde se dit ses films et puis. Ah mais là, en plus t'enchaînes deux Scorsese aussi. Oui, non mais voilà. Moi, enfin aussi par rapport au livre, en parlant de la fin, mais sans parler de la fin textuellement, c'est dire que Scorsese il a laissé une fin aussi plus ouverte, qui concerne en effet le personnage de DiCaprio et qui rend finalement la fin plus belle que le roman. Même si on est sur le même registre, le fait de la laisser plus ouverte, ça donne encore plus de beauté aux réactions du personnage. Donc juste dire aussi, voilà, il y a quand même une plus-value, souvent par rapport aux adaptations, ça pourrait être un thème aussi, les adaptations doivent-elles être fidèles au roman. Des fois, trahir le roman, ça permet aussi de magnifier un film en fait. Puis aussi, oui, voilà, c'est réputé comme un chef-d'œuvre dans le genre. Mais du coup, par rapport à ces films, par exemple, tu vois, tout à l'heure je parlais de Wall Street, tu m'as dit qu'il était bien entouré. À chaque fois il est bien entouré, c'est vrai. Enfin il est tout le temps bien accompagné, quoi, toujours bien protégé, quoi. Et du coup est-ce qu'on peut le contester de ce côté-là? Est-ce qu'on peut dire ouais bon c'est bien beau, il a du talent, mais en même temps ses films sont très bons. Est-ce qu'il est bon ou est-ce que ses films sont bons? C'est la question je pense que les gens se posent par rapport à DiCaprio. Ceux qui doutent de son talent, je pense qu'ils se demandent oui mais est-ce qu'au final c'est peut-être pas DiCaprio qui est forcément exceptionnel, c'est plutôt le film qu'il fait. Moi je pense qu'en fait les deux sont liés, parce que généralement les films sont bons aussi parce que lui est bon, justement. Et si vraiment il était pas bon, le film serait moins bon. On va parler de choses complètement différentes. Ça devait être Michel Galabru qui devait dire ça, et qui était réputé quand même pour faire beaucoup de films pour les impôts, donc des navets, même sans lire les scénarios, etc. Et il en parlait avec un autre, je pense peut-être Henri Guibé ou Darry Cole. Ils avaient cette discussion sur savoir, bah oui, à la limite, sur être mauvais ou pas donner son maximum dans les navets, c'est pas très grave. Par contre, c'est être mauvais dans un film bon, ça porte préjudice. Oui. Donc, en effet, si le film est bon, c'est que DiCaprio est bon aussi. Si DiCaprio est bien entouré, c'est parce que le film aussi en a besoin. Il y a des personnages secondaires qui sont forts et qui doivent aussi apporter le contrepoint à lui-même. C'est une partition. Des scènes entre acteurs, c'est un échange. Si l'autre joue une partition fausse, ça ne va pas non plus. Donc au contraire, ils se mettent en valeur les uns les autres. Mais après, quand c'est DiCaprio qui porte le film, ou du moins son rôle est le plus important, s'il se vautre, c'est le film qui en pâtit. Donc en effet, ça donne quand même une certaine valeur à cet acteur. J'aime bien poser ce genre de questions. Je ne doute pas du talent de l'acteur, hein. C'est juste pour poser des questions comme ça. Oui. Non mais c'est très bien. C'est que certaines personnes doutent du talent comme ça, en disant ouais il est pas si exceptionnel que ça, c'est parce que ses films sont bons. Alors du coup je vous pose des questions, moi vous répondez et du coup tout oui, mais c'est bien de poser des questions comme ça. C'est pour ça que je l'ai fait sur l'émission précédente par rapport à Deadpool quand je t'avais posé une question sur est-ce que c'est pas du fainéantisme ou quoi. Moi j'en doutais pas. Bon, pour moi c'était pas du fainéantisme, mais comme les gens c'est une critique qui revient assez souvent, c'est bien poser des questions et d'en débattre entre nous. Tout à fait. Voilà, puis après c'est ça, c'est le métier qui fait que ça se voit pas. Et après aussi c'est le choix de carrière. S'il fait des bons choix de carrière, on peut pas lui en vouloir, au contraire. Hein. S'il choisit bien ses films. Et c'est aussi ça qui fait un bon acteur aussi. Être un bon acteur, ça passe aussi par les choix qu'on fait. Tu pensais à Nicolas Cage par exemple. Ah bah justement, bon, est-ce que tu en as fini pour Oui. Mais justement, ça permet de rebondir avec mon film, un film supplémentaire que je n'avais pas prévu celui-là dans cet ordre-là, mais quand on parle de films de bande ou de films ou d'entourage, c'est vrai que Belmondo, à partir des années 70, il avait aussi sa troupe. Alors, il y avait, certes, la troupe du conservatoire quand il était dans les années 60, il y avait Marielle, Jean-Pierre Marielle, il y avait Jean Rochefort, notamment, qu'il imposait parfois dans ses films quand il était en star. Puis dans les années 70, il y a eu les personnages plus secondaires, des acteurs plus secondaires, un peu moins connus, mais qu'on retrouvait quasiment dans chacun de ses films. Alors, il y avait Michel Bonne, il y avait Pierre Vernier, il y avait Claude Brossé, qui d'ailleurs était lensois, et qu'on retrouve dans le premier OSS 117, là, c'est le chef de Jean Dujardin. Et donc, en effet, il faisait des films de bande, en fait, Belmondo. C'est, même s'il y avait certains acteurs qui étaient connus et qui venaient lui faire le contrepoint dans les rôles secondaires, et on peut penser notamment à Charles Gérard aussi, qui nous a quitté, qui était un ami proche de Belmondo. On peut avoir une pensée pour lui, parce que bon, à la fin de sa vie, maintenant, on sait dans l'état où il se trouve, Jean-Paul, mais c'était un compagnon vraiment de ces dernières années. Il
vient de le perdre, du moins au moment où on enregistre cet épisode, et il perd vraiment un ami de cœur qui était là, qui était dans ses films aussi. Et donc, pour parler justement d'un film, par exemple, où il y a sa bande qui est là, je vais parler peut-être du polar, du film policier, et je vais vous proposer Flic ou Voyou, qui est un film de 78 de Georges Lautner, que vous connaissez par Les Tontons Flingueurs, par exemple, qui est un film, en effet, avec un scénario assez malin, un casting 4 étoiles, puisqu'on retrouve justement Marie Laforêt, Georges Géret, qui avait déjà joué avec Belmondo, par exemple dans Week-end à Zuidcote d'Henri Verneuil, Claude Brossé, justement, dont je parlais, Jean-François Balmer et Michel Galabru, qui est aussi son collègue. Alors je m'explique aussi, c'est un scénario assez malin, et le titre est bien choisi, un flic ou voyou, puisque en fait au tout début du film, Belmondo joue le rôle de Cerruti, qui descend sur la Côte d'Azur pour foutre un peu la pagaille dans le milieu mafieux entre le Corse, qui est Achille, qui est joué par Claude Brossé, et l'Auvergnat, le radin, qui est joué par Georges Géret, et en effet il fait exploser les casinos de l'un de l'autre en faisant essayer de porter le chapeau à l'un à l'autre pour foutre un peu la zizanie, une guerre des gangs. En fait on s'aperçoit que il descend en fait de Paris, que c'est un commissaire divisionnaire, et que finalement il y découvre aussi, quand il endosse son costume de flic, qu'il y a aussi des pourritures dans la police et qui sont en connexion, et en fait il veut aussi être dans le fruit pour extraire le verre. Et en fait c'est aussi un film très sautillant, puisqu'on passe d'une situation à une autre. Pareil, les rôles secondaires sont super bien brossés, gérés. C'est un film très, très agréable à voir. Il y a même des scènes aussi où Belmondo est absent, et ça tourne aussi. On peut penser des scènes entre Galabru et Claude Brossé, mais finalement pour un divertissement, il est assez, encore une fois, j'aime bien cette notion d'ambitieux, parce que c'est pas cousu de fil blanc forcément, il y a quand même des rebondissements. Quand on pense à Belmondo, on pense à la gouaille, c'est aussi la façon de parler, le côté habile, etc. Et là, le côté malin, il l'a pleinement. C'est un film que j'aime beaucoup revoir, et pareil aussi que je connais par cœur, très léger, et quand on pense à un film de Buñuel, on peut penser à celui-là. Et je dis, pour le film policier, on peut penser au Professionnel, on peut penser au Marginal, on peut penser à Peur sur la ville. En plus, c'est comédie policière. C'est aussi un genre qui est pas forcément facile à faire, et là, il s'en sort vraiment pleinement. Et puis Lautner aux commandes, c'est plutôt agréable à voir. Et puis bon, pour les paysages de Nice, le fait qu'il s'invite chez les gens de façon un peu spéciale en rentrant en voiture dans le salon, mais belle dans toute sa splendeur. On repasse donc avec le 3e film de la carrière de Robin Williams. C'est encore un film intermédiaire, on va encore vers l'un peu moins connu, mais ça reste, je pense, encore assez célèbre, un film qui s'appelle Jack. Et là, on a tendance à ne pas le savoir de manière générale. Ce film est réalisé par Francis Ford Coppola. C'est vrai que ça peut paraître surprenant parce que ça ressemble pas du tout au genre de film qu'il a l'habitude de réaliser. C'est sûr que quand on voit par exemple Le Parrain ou Apocalypse Now, on a du mal à se dire que le mec qui a réalisé Jack, c'est le même. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc l'histoire de Jack qui a 10 ans et qui a donc un corps qui vieillit 4 fois plus vite que la normale. Ce qui fait qu'à l'âge de 10 ans, on a l'impression qu'il a 40 ans. Donc là, bon, ça se passe avant Photo Obsession, c'est dans la fin des années 90. Donc à l'époque où il jouait encore des rôles principalement comiques, et donc là c'est vraiment le genre de ce film, ça reste de la comédie pure et dure, encore une fois comme Madame Doubtfire, peut-être un petit registre dramatique de temps en temps, mais ça reste plus de la comédie malgré tout. Et donc voilà, c'est un film que j'aime beaucoup, encore une fois parce qu'il est très représentatif du personnage qui lui colle à la peau en fait pendant une bonne partie de sa carrière. Et quand on avait parlé de Hook dans nos toutes premières émissions, je disais justement qu'en fait le rôle de Hook, le fait qu'il joue Peter Pan, c'était idéal pour lui parce que justement on le considère un peu, en tout cas au cinéma, pas forcément dans la vie privée mais au cinéma, comme un adulte dans un corps d'enfant, et là du coup c'est vraiment le rôle qu'on lui a donné quelques années après Hook, justement 5 ans après. Francis Ford Coppola lui donne donc littéralement un enfant dans un corps d'adulte, et donc je trouve ça plutôt pas mal, et au final c'est assez touchant. J'allais dire c'est inspiré d'une histoire vraie, oui bon c'est fortement grossi parce que cette maladie existe mais pas de façon aussi extrême, on va dire pas à ce point là, pas 4 fois plus vite, je pense pas. C'est un peu exagéré, ça fait presque fantastique du coup quand on le dit comme ça, mais au final il reste un côté très, très vrai, très humain là-dedans, en tout cas dans le message qui est porté par le film, un côté très touchant comme dans la plupart des films dans lesquels il a joué. De toute façon, l'un des messages principaux du film étant, comme on peut le voir même je crois sur certaines affiches, il dit Jack, sa vie ne sera jamais triste parce qu'elle sera courte, et c'est beau. Je trouve ça beau en fait, une comédie assez légère malgré le sujet qui du coup dit comme
ça peut paraître assez grave, mine de rien. Du coup, sa vie sera assez courte, ça peut paraître très triste. Mais le film a quand même un côté léger et un côté gamin malgré tout. Donc, c'est un peu le même problème que Hook, c'est-à-dire qu'on peut ne pas aimer parce que ça reste très, très ciblé enfant. Peut-être pas autant que Flubber, mais ça reste assez enfantin, mais beau en même temps. C'est surtout le côté beau que j'ai retenu de ce film. Un truc très surprenant, c'est que c'est le premier scénario de James de Monaco, qui est le réalisateur d'American Nightmare. Ah oui, effectivement. Il a commencé doucement et je pense qu'il est vite parti. Après tout, on avait bien dit la dernière fois que le scénariste de Hook, c'était Nick Castle qui a joué Michael Myers. Donc au final, c'est pas si surprenant que ça. Voilà, non, une petite surprise. Ouais. Très bien, en plus une bonne... parce que moi là, je le connaissais quand c'est sorti, mais depuis, je n'ai plus croisé son chemin, donc c'est un très bon rappel. Peut-être que je m'y replongerai, ouais. Alors, moi maintenant, je vais vous parler de la première nomination aux Golden Globes et aux Oscars de DiCaprio. Et il n'a que 19 ans. Il joue dans le film Gilbert Grape. Donc c'est un film, pas très très connu de sa filmographie, mais c'est son premier film important, en tout cas. Et donc il joue avec Johnny Depp à ce moment-là. Et lui, DiCaprio joue le rôle qui s'appelle Arnie. C'est un jeune homme de 18 ans. Il a une maladie psychologique, on va dire, parce qu'il il a le cerveau d'un garçon de 4 ans. Tout Hollywood pense que DiCaprio est un vrai handicapé mental à ce moment-là. C'est pas mal ça. Et ouais. C'est pour ça qu'au départ, ils l'ont nominé. Jusqu'aux Oscars, en fait, ils étaient toujours persuadés qu'en gros, Leonardo DiCaprio était un vrai handicapé. Ah, c'est fort ça. Et sauf qu'en fait, tout le monde s'est rendu compte que non, en fait, c'était juste un acteur de 19 ans, en fait, qui venait de percer et faire super bonne impression, quoi. Et il a pas remporté son Oscar, ou son Golden Globes, mais il a déjà marqué son empreinte. Et je conseille à tout le monde de voir ce film, qui est très beau. La prestation de DiCaprio est juste incroyable. En fait, c'est très dur de jouer une personne handicapée, parce qu'on peut vite tomber dans la dérive, pas la dérision, mais la caricature. On a une très belle leçon dans Tonnerre sous les tropiques avec le Simple Jack de... et puis des acteurs qui discutent et qui disent en effet, si t'en fais trop... c'est une folie, Tonnerre sous les tropiques. Mais bon, tellement bon. Oh, un bilan catastrophe pour Tug cette année. Après la pseudo-comédie Croquette et lait de coco, s'en est suivi une pathétique et fugitive incursion dans l'univers du drame. Simple Jack, où l'histoire d'un garçon de ferme un peu attardé capable de parler aux animaux, a été un échec commercial retentissant que beaucoup de critiques ont qualifié de pire nanar de tous les temps. J'ai un cerveau pourri. Je trouve ton cerveau parfait comme il est, Jack. Tu me fais bien plaisir. Oui, alors que lui, non, il est juste en fait. Franchement, par contre, il est pas évident à trouver, mais si vous le trouvez, le ratez pas. Voilà. D'accord. Toi, Gravelet. Donc pour Belmondo, je vais poursuivre peut-être dans le drame, parce qu'on est un peu dans le drame. Donc on avait fait la comédie, le polar, maintenant le drame pour Belmondo. C'est un acteur complètement complet. Peut-être le meilleur de louche, c'est Itinéraire d'un enfant gâté, qui est de 88. C'est la période où Belmondo se remet complètement en cause. C'est-à-dire que c'est la fin, comme pour Delon, des polars. En 87, Delon fait un dernier, c'est ne réveillez pas un flic qui dort, et Belmondo, c'est Le Solitaire, qui ne rencontreront pas leur public. Belmondo à ce moment-là se tourne vers le théâtre, ça fait un bout de temps qu'il n'y est pas revenu, avec Keane et de Jean-Paul Sartre. Et finalement, oui, il veut complètement tourner la page des polars. Pour lui, c'était même Le Solitaire, c'était le polar de trop. Et vient en effet Itinéraire d'un enfant gâté, donc un Lelouch, qui le sort complètement de ses rôles habituels et où vraiment il refait l'acteur et il n'est plus bébelle. Et donc ça raconte vite fait l'histoire d'un enfant du cirque, Sam Lyon, qui est promis à un bel avenir dans les arts du cirque et qui finalement fait une mauvaise chute et se blesse et doit complètement se reconvertir. Alors il fonde une famille, il a même 2 femmes, il a des enfants et il devient très riche dans le domaine du nettoyage urbain, mais il est lassé de cette vie encore une fois et il décide de se faire passer pour mort, mais dans sa fuite il va y avoir un de ses anciens employés joué par Richard Anconina qui va le reconnaître lors d'un séjour en Afrique et qui finalement va retrouver sa trace et essayer de le ramener à la civilisation. Et donc c'est un des moments où avec ce film-là en 88 on retrouve le Belmondo acteur. On sort de la période Bébel en fait. C'est même une de ses volontés propres.
Et il est même au plus vrai encore de ce qu'il donnait avant. C'est même des scènes où il a l'alarme, mais il a l'alarme véritable. C'est vraiment c'est un retour de l'acteur Belmondo, ancienne version. Après voilà, le Bébel, moi j'adore ça, hein, mais c'est un autre public. Après voilà, il y a la méthode Lelouch qui parfois marche, parfois ne marche pas. Souvent même elle marche moins qu'elle ne marche. Mais là ça marche, c'est un état de grâce. J'aime beaucoup, au fil des épisodes, vous parlez des films miracles. Là ça marche. Par exemple, on prend là une scène assez anthologique entre Anconina et Belmondo, avec Anconina qui doit s'exercer pour ne pas paraître surpris. Et Belmondo lui sort plein d'énormités. À chaque coup, il y a Anconina qui fait des grands yeux, etc. Et donc ça marche pas, il est encore surpris. Et en fait, c'est une scène qui a été improvisée pendant une demi-heure. Ils ont tourné pendant une demi-heure, 1 heure, et ça a été de l'impro de qualité tout le temps, parce que l'impro ça marche pas aussi, mais là ça a marché tout le temps et c'est assez exceptionnel. Il parlait de faire une suite sous peu, mais bon, c'est l'un des nombreux projets de Lelouch à chaque fois, donc il a bien fait qu'un homme et une femme, donc bon pour le résultat qu'on connaît, maintenant c'est des tournages très rapides Lelouch, hein, donc il prend son téléphone et puis c'est bon. Là c'est vraiment un état de grâce, et d'ailleurs ça lui a valu un César qu'il n'est pas allé chercher. Alors ça c'est pour une raison très simple, c'est que son père Paul Belmondo était sculpteur, et que quand les Césars ont été créés en 76, il y avait un appel d'offres, et donc on aurait pu avoir soit un Belmondo, soit un César. Et en fait, comme son père l'a très mal pris de ne pas avoir été choisi, il n'a pas été cherché au nom de son père, il n'a pas été chercher le César. D'ailleurs, quand il avait eu le César d'honneur, je sais plus, il y a peut-être 3 ans peut-être, il a dit voilà, donc il a pris forcément la statuette, mais il a dit je viens recevoir ça. Et tout le monde a cru que c'était parce qu'il forcément avec son état de santé qui était un peu absent. Non, c'est volontaire, c'est encore le côté malin du personnage. Merci pour ça. Donc donc c'était assez sympathique. Donc voilà, encore une fois, Itinéraire d'enfant gâté, ça a noté aussi, c'est un très bon Lelouch. C'est même, je pense, s'il y avait un Lelouch à retenir, ça serait celui-ci. Donc après je peux conseiller au passage vite fait un homme qui me plaît, qui est un autre Lelouch avec Belmondo, tourné à la fin des années 60 avec Annie Girardot, et qui si vous connaissez un petit peu les anecdotes, alors je raconte pas la fin, mais la fin par rapport au personnage d'Annie Girardot, la façon dont Lelouch l'a fait tourner, c'est-à-dire qu'elle ne savait pas la fin en fait, donc elle joue l'émotion vraie. Bon, ça c'est vite fait, ça me vient à l'esprit, je le place, mais bon, on est resté sur Itinéraire d'enfant gâté, donc un classique, mais bon, s'il faut le remettre une petite piqûre, c'est aussi le côté, encore une fois, où Belmondo n'est plus dans la facilité, il sort de la période Bébel, et par le théâtre et par ce film. D'accord, très bien. Mais je prends note. C'est donc l'heure du 4e film sur Robin Williams. 4e tournée, c'est parti. Là, je vais aller vers un film qui, là, pour le coup, je pensais vraiment peu connu. J'entends personne en parler. C'est quand Robin Williams, donc au début des années 2000, en 2004, donc a changé de registre, donc à l'époque de Photo Obsession ou Insomnia de Christopher Nolan. Il a aussi tourné dans un film de science-fiction et thriller en même temps, mélange des deux. Ça s'appelle Final Cut. C'est réalisé par Omar Naïm, qui, je regarde sa filmographie, apparemment n'a pas fait grand chose d'autre après, ou alors vraiment des tout petits films qui sont même pas sortis en France et qui n'ont pas très bien marché non plus aux États-Unis. Mais c'est dommage parce que ce film-là, en tout cas, m'a plutôt convaincu. Pour faire simple, je vais vous lire le résumé parce que c'est un petit peu complexe à résumer de tête, ça fait longtemps que je l'ai vu. Un nouvel objet est à la mode, les implants Zoé. Ils enregistrent la vie de la personne sur laquelle ils sont placés. À sa mort, Alan Ackman, un monteur, récupère l'implant et fait un film mémoire de la vie du défunt, retraçant ses plus beaux moments. Le film est donné à la famille et aux amis lors des funérailles. Donc ça, on va dire, c'est juste l'intro du film, entre guillemets. Et puis, comme dans tout bon thriller qui se respecte, assez rapidement, il va se rendre compte en montant la vie de l'un des défunts, de certaines choses. Donc là, il y a toutes des questions de morale et d'éthique qui viennent se poser. Au final, ça donne, pour pas vous le cacher, quand même un scénario assez classique de thriller, de science-fiction, comme on en a vu d'autres. Mais le film, quand même, bon, déjà se laisse regarder. Le scénario est pas mauvais, classique, mais pas spécialement mauvais non plus. C'est pas mal écrit, c'est peut-être pas hyper inventif, mais quand même cohérent et assez divertissant. Et puis au moins, ça a le mérite de montrer aussi, encore une fois, Robin Williams dans un registre dans lequel on l'a peu vu, même si on avait commencé déjà à le voir un peu dans quelques thrillers ou en tout cas films plus sérieux, films de science-fiction un peu futuriste comme ça. Je dis bien un peu parce que bon, ça se passe dans le futur et ça parle d'implants, donc c'est un peu futuriste, mais ça reste quand même dans un monde, je veux dire, faut pas vous attendre à un monde futuriste à la Blade Runner, quoi. On reste vraiment dans un monde qui visuellement est extrêmement proche du nôtre, quoi. Ça a été tourné vraiment dans des environnements tels qu'on les connaît aujourd'hui, mais en tout cas le scénario est un petit peu futuriste et ça change de le voir dans des films comme ça et ça mérite d'être un petit peu plus connu. C'est pas vraiment ce qu'il a fait de mieux dans sa carrière, mais ça mérite pas d'être tombé aux oubliettes comme c'est le cas. Par rapport à l'homme bicentenaire, c'est mieux. Alors l'homme bicentenaire, je l'ai pas encore vu justement, je le reçois normalement ce week-end. D'accord. Donc non, je l'ai pas encore vu, donc je peux pas comparer. Ouais, ok, oui, c'est vrai que moi c'est pareil, c'est un film que j'ai vu passer
pensé, mais que je n'ai pas vu. Ouais, c'est... Donc, et comme il n'a pas été assez exposé, qu'il n'est pas souvent remis en avant, bah, c'est vrai qu'il perd. Et donc c'est important aussi de le remettre en avant. Et en plus, je tiens à préciser justement qu'il est pas très difficile à trouver. Moi, je le vois assez régulièrement dans les magasins cash, etc. Je l'avais trouvé, je crois, même pour 1€, un truc comme ça en DVD. Donc, d'accord, très bien. Très bon conseil. Et donc, à mon tour. Donc là, je vais faire une petite partie histoire de DiCaprio. Mais nous t'écoutons avec passion. Non, je vais pas vous parler de Titanic. On parlait du phénomène DiCaprio avec la sortie de Titanic. Il se fait à chaque fois courser par les paparazzi et puis les fans en délire. Donc, il commence à en souffrir. Et donc, il va essayer de se détacher un peu de son personnage de Jolicoeur. Et il va quand même tourner dans L'Homme au masque de fer. Donc, il va notamment jouer Louis XIV. Bon, oui, d'accord. Voilà, il n'a pas fait que des bons films, voilà. Mais il jouait très bien parce qu'il joue 2 personnes. Ouais. Enfin, bref. Et donc après, il va jouer dans le film de Danny Boyle en 2000, La Plage, qui est, moi, je trouve assez sympa comme film. Mais oui, justement, un des films que je trouve sous-coté, justement, et pas très apprécié de manière générale, et je trouve bon ce film. Je vois pas où est le problème. Je suis d'accord. Mais bon, dans ce film, DiCaprio joue Jolicoeur. Oui, encore une fois. Et torse nu, voilà. Héros de jeux vidéo. Oui. En plus. Donc nous sommes en 2002 et là il va faire la rencontre d'un grand réalisateur qui est Martin Scorsese. Encore lui. Et oui, mais là on est au tout début. Oui, du coup je fais tout dans le désordre comme ça. On va faire un épisode sur Martin Scorsese. Oui, mais après, bon, voilà, il en a fait d'autres. Mais bon. Non, mais de toute façon, au moment où il a reçu son Oscar, DiCaprio, il a surtout remercié comme réalisateur Martin Scorsese. Il lui a dit qu'il lui a appris les ficelles. Et donc, du coup, on arrive avec Gang of New York. Donc là, on change complètement de catégorie, de personnage. Donc là, c'est pas le bobo tout mignon, tout ça. Là, il arrive, il est... c'est un migrant. Il arrive à New York, tout au début de New York, dans les années 1860, donc tout au début de la ville de New York. Et donc à travers son personnage, on va découvrir comment fonctionnait New York à cette époque, et en même temps on va voir comment son personnage évolue dans la société à ce moment-là. Et donc ce film est important parce que il est très très bon, hein. C'est un très très bon film, mais c'est le film où on voit que DiCaprio veut changer de masque. L'homme au masque de fer. Pardon. Non, mais il veut changer de masque, et là du coup il veut vraiment donner un sens à sa carrière d'acteur, et c'est pas que du physique, quoi. Donc du coup il est barbu, il est pas tout rasé, non, il est barbu, tout ça, quoi. C'est le film qui le met sur un autre niveau pour moi. Tu vois, tu disais tout à l'heure que t'allais parler que de films que tout le monde a vu. Tu vois, par exemple, Gangs of New York, je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Non. Donc c'est bien, je regarderai. Non, moi je l'ai vu, mais je l'ai pas revu, et c'est vrai que c'est un film qui est assez long, et c'est vrai qu'il faut prendre du temps pour le revoir, parce que c'est aussi, voilà, c'est pas un film qui se consomme, c'est un film qui se déguste, et il faut prendre le temps en fait. C'est surtout un duel, c'est surtout son premier duel avec un grand acteur. Daniel Day-Lewis. Oui, c'est ça. De toute façon, au fur et à mesure de sa filmographie, DiCaprio va souvent rencontrer de grands acteurs, mais déjà quand il était tout jeune, il a commencé avec Robert De Niro, donc Mission secrète. Il a été bien formé, quoi, on va dire. Et là on arrive, et là c'est Daniel Day-Lewis, et là plus Daniel Day-Lewis qui joue un personnage assez fou. Bill le Boucher. Bill le Boucher. C'est sa première formation. Sa première formation là, comme ça, duel, et on voit qu'il tient tête, et il va y arriver tout au long de sa carrière à voler. Non, j'ai rien. J'ai pas plus, je le dirai après. Non, mais c'est juste. C'est quand tu disais avant, il avait déjà tourné avec De Niro, puis avec Johnny Depp aussi, même si à l'époque il était pas encore, c'était pas encore une star. Non, il était tout jeune encore. Donc, mais bon, c'est quand même deux grands acteurs quand même. Il a tendance à voler la vedette des premiers rôles d'ailleurs. Parce que au final, Johnny Depp n'avait pas été nominé à ce moment-là. C'était lui qui avait été nominé. Bon, à toi. Gravelax. Oui, justement, on parle de transition. Tu parles de transition dans la carrière de DiCaprio. Moi, je venais d'en parler aussi. On en parlait aussi avec Gooby par rapport à Robin Williams. À un moment, il passe du côté dark, du côté plus sérieux. Côté obscur de la force. Voilà. Et moi, j'en parlais avec Belmondo quand il finit d'être bébel en 88 avec Itinéraire d'un enfant gâté. Et bien là, je vais plutôt faire l'inverse. C'est plutôt une bonne transition. Donc, je me jette des roses. C'est plutôt la naissance de Bébel. Oui, c'est la première fois où il devient bébel. Et bien
bien, ce film-là, c'est encore une fois un Philippe de Broca. Là, on parle du côté aventure. C'est L'Homme de Rio, en fait, qui est de 1964. En effet, c'est pourquoi je dis c'est la naissance de Bébel, parce que c'est la première fois où il fait lui-même ses cascades. Il a un cascadeur qui sera son modèle, dont il va pleurer la perte peu de temps après. C'est Gilles Delamarre, et c'est lui qui lui fait faire ses premières cascades en avion, la cascade du rebord de l'hôtel où il doit être au bord de la fenêtre, le rebord qui est très petit. C'est la première fois, en effet, on a la naissance de Bébel, alors qui se fait un petit peu sous leur modèle de Tintin. Et d'ailleurs, on accusera peut-être de Broca d'avoir plagié Hergé. Il verra d'un très mauvais œil ce film, et encore plus celui d'après, Les Tribulations d'un Chinois en Chine, tiré de Jules Verne, mais où il y a cet aspect Tata au Tibet. En fait, dedans, c'est Belmondo, en effet, un jeune militaire qui a une permission, il fait son service, qui doit retrouver pour le week-end sa promise, qui est jouée par Françoise Orléac, qui était la sœur de Catherine Deneuve, qui meurt très jeune, accident de voiture. Et en fait, cette compagne est l'assistante d'un professeur, notamment d'antiquité, et elle va se faire enlever, et finalement, elle est emmenée au Brésil. Donc, la course-poursuite, Belmondo prend la suite en moto, il embarque également pour l'avion pour le Brésil, et le but, c'est après d'aller retrouver là-bas sa promise avec une série d'aventures. Et donc, on a vraiment l'homme de Rio, parce que c'est, ils se retrouvent vraiment en terre inconnue, à devoir se débrouiller avec les habitants, à devoir affronter des bagarres où il a rien à voir du tout dans les bars. Et vraiment, c'est d'aventure en aventure, c'est sautillant, c'est 1h50 sans arrêter. Et d'ailleurs, c'est une des références avouées de Spielberg pour Indiana Jones. Il y aura même aussi OSS. Et donc, en fait, c'est la première fois où il fait lui-même ses cascades, même s'il est conseillé. Dans une cascade au-dessus de Brasilia, qui était à l'époque, alors qui est maintenant la capitale du Brésil, mais qui à l'époque était une ville nouvelle. C'est-à-dire qu'elle était capitale, mais quasiment vide d'hommes, parce que ça faisait 3 ans qu'elle était là. Il y a beaucoup de bâtiments en construction, où c'est encore en chantier. Et il y avait un filin entre 2 bâtiments, donc il se fait poursuivre. Et en fait, il passe d'un bâtiment à l'autre, mais arrivé au milieu, donc il est sur une bassine en dessous, et la bassine craque, ce qui fait qu'il est obligé de se retenir par la force des bras. Et en fait, au milieu, il a on l'avait prévenu, il y a ce qu'on appelle le bras blanc. Au bout d'un moment, le muscle se tend, mais on ne sent plus la force, et on est paralysé un petit peu. Et donc, il y a eu cette première frousse, entre guillemets, de rester bloqué. Après, bien sûr, forcément, Gilles Delamarre étant là, il lui a conseillé de se reposer, et puis après revenir. Mais il a eu ses premières frayeurs et ses premiers plaisirs plutôt d'ailleurs, c'était un argumentaire publicitaire de dire que Belmondo faisait ses cascades lui-même pour cette partie-là. Donc c'est la naissance de Bébel, vraiment, pas doublé. Donc c'est L'Homme de Rio, et qui se suit beaucoup mieux. Voilà, beaucoup mieux que peut-être Les Tribulations d'un Chinois en Chine. Ils ont essayé de faire un petit peu la même chose. Le numéro 2, bon, il y a comme mérite qu'il rencontre Ursula Andress sur le tournage, qui trompe sa femme, donc. Mais non, qui était un peu exotique. Mais bon, autant voir le premier, L'Homme de Rio, qui est beaucoup plus supérieur et encore plus divertissant. On prend vraiment son pied. En plus, c'est vraiment une carte postale, parce que on découvre le Brésil. Et c'est le moment de passer à la dernière tournée, dernier tour de table, donc avec le 5e et dernier film pour chacun d'entre nous. Alors pour Robin Williams, je vais parler d'un film sorti en 2009 qui est vraiment pas très connu, en tout cas pas en France. Je crois qu'il est sorti seulement en DVD en France, et encore, je suis même pas sûr. Un film qui s'appelle World's Greatest Dad, avec mon magnifique accent. Bon, le meilleur papa du monde en français, mais il n'a pas été traduit. Donc c'est un film qui est réalisé par Bobcat Goldthwait, qui a réalisé quelques films un peu en tout genre. Il a réalisé de la comédie, Shakes the Clown en 92, Juste une fois en 2007. Celui-là. Oui, après, pas forcément des chefs-d'œuvre, mais. Non, mais je le connais, mais celui-là, il est bon. Enfin, d'accord. Imagine. Après ça, il a réalisé un film qui est beaucoup plus réputé. 2 ans après World's Greatest Dad, c'est God Bless America. Ah oui, très bien. Ouais, bon film. Et donc, entre-temps, il avait réalisé un film avec Robin Williams, World's Greatest Dad. Ce film est un peu particulier. Alors, je choisis de parler de ce film-là. J'ai failli, avant ça, en fait, pour le dernier film, parler plutôt de Boulevard, parce que c'est le dernier film dans lequel il est joué juste avant de mourir. Mais je me suis dit que ça allait être trop classique. Donc, même si le film est quand même très touchant et que je le conseille pour tout fan de Robin Williams, je suis plutôt allé vers World's Greatest Dad, parce que depuis tout à l'heure, je parle de films soit où il est purement comique, soit où il essaie de passer vraiment du côté très dramatique, voire même noir, des films plus noirs. Et là, en fait, c'est un petit peu un entre-deux, ce film-là, parce que c'est une comédie, mais en même temps, l'élément déclencheur du scénario, en tout cas le tournant du scénario, est un élément noir, mais comique en même temps, vraiment d'humour noir, en fait. Voilà, donc un style d'humour dans lequel on n'a pas eu l'habitude de le voir. C'est souvent de l'humour léger qu'il faisait, ou au contraire, donc des rôles très noirs. Là, c'était vraiment un entre-deux. Donc je vous fais le pitch vite fait, vous allez comprendre pourquoi je dis tout ça. Donc il joue le rôle de Lorne
Lance Clayton, qui se rêvait en écrivain riche et célèbre, mais au final il n'est que professeur de poésie dans un lycée de banlieue. Bon, déjà, il y a une petite ironie dès le départ dans la nature du personnage. Son fils unique, Kyle, est un adolescent pervers qui lui rend la vie compliquée, donc une relation difficile entre le père et le fils. Le jour où Kyle est victime d'un accident très insolite, Lance peut enfin réaliser son rêve, mais au prix d'un secret encombrant. Pour la faire courte, l'élément déclencheur qui arrive au bout d'une trentaine de minutes de film, c'est pour ça que je me permets de quand même donner un petit peu plus de détails, c'est qu'en fait il va donc s'engueuler avec son fils, il va partir en soirée, tout ça, puis quand le père va revenir, il va se rendre compte qu'en fait le fils est mort, tenez-vous bien, éloignez les enfants, interdit aux moins de 18 ans, c'est ce que je vais dire là. Le fils est mort en se branlant. Il s'est masturbé en fait pour avoir un petit peu plus d'adrénaline. Il s'est étranglé avec, je sais plus, si c'était un pantalon de pyjama ou ce genre de truc. Enfin bref, il s'est passé un truc autour du cou qu'il a attaché à une chaise, vraiment pour plus pouvoir respirer et ressentir plus d'adrénaline. Sauf qu'il est mort étouffé, le con. Et donc le père va rentrer et voir ça. Donc là, la question se pose, c'est comment réagir face à ça. Enfin, comment tu peux annoncer au monde entier que ton fils est mort en se masturbant. Bon, voilà, tout va partir de là, on va dire. Donc voilà, c'est une comédie, mais bon, quand même assez noir, quoi. Donc je ne dis pas quelle réaction il va avoir, parce que c'est ça qui est drôle à découvrir. Mais donc voilà, c'est un film très très peu connu en France, comme j'ai dit. Je suis même pas sûr qu'il soit sorti en France en fait, ou en tout cas si c'est le cas, c'est directement en DVD. Donc il a forcément pas trouvé son public chez nous, c'est logique. Et c'est dommage, il mériterait d'être un peu plus connu, parce qu'on voit du coup Robin Williams dans un registre que l'on connaît, enfin dans lequel on le connaît bien, qui est la comédie, mais dans un style de comédie où on le voit peu. Et donc ça mérite d'être vu. Il est très, je vais pas dire touchant, même si un peu ça, c'est un peu ironique de dire ça quand on voit le genre d'histoire qui est raconté par le film. Mais ouais, c'est un humour assez cynique dans lequel ça fait plaisir de le voir. Donc je recommande pour ceux qui aiment l'humour noir. Bon, c'est un petit peu cru, mais c'est sympa à voir. Bon. Donc Kaza, à toi pour ton 5e et dernier film sur DiCaprio. Merci Goubi. Ben moi, tu parlais d'un film qui n'a pas, pardon. Je suis désolé, mais là c'était trop beau. Merci Goubi. T'as parlé d'un film qui n'était pas sorti en France. Bah, tu pensais qu'il n'était pas sorti en France, voire. Enfin, en fait, il est sorti ou pas du coup? Bah, du coup, je sais pas, mais en tout cas, s'il est sorti, c'est directement en DVD, mais il est pas sorti en salle, ça c'est sûr. D'accord. Bah, moi aussi, je vais vous parler d'un film inconnu parce qu'il est pas encore sorti. D'accord. DiCaprio, c'est son prochain film. Alors, donc, je vous annonce 2 trucs. Donc, c'est fait par Martin Scorsese encore. Il revient Martin Scorsese après avoir été avec Iñárritu et Tarantino. Et il est accompagné de Robert De Niro. Et ouais, DiCaprio et Robert De Niro dans le même film, ça donne déjà envie. Bah, de nouveau réunis, puisque tu nous as dit tout à l'heure qu'ils avaient déjà tourné ensemble au tout début de sa carrière. Bon, comme disait Dad, c'est marqué prochainement sur le site. Bah oui, ça fait 10 ans qu'il est sorti. Ah bon? Ouais, il est sorti en 2000. Non, mais pas ton film. Non, mais World Greatest Dad, le dernier film dont je viens de parler. Ah, ok. C'est marqué prochainement, alors qu'il est sorti en 2009. Bah, ils osent pas. Oui, donc Martin Scorsese et Robert De Niro avec DiCaprio. C'est un beau trio. Oh. Et ça en fait des hauts. Oh. Oui. Donc le film s'appellera Killers of the Flower Moon. Donc c'est l'adaptation d'un livre de David Gran et il est sorti en France sous le titre de La Note américaine. Et ce film sera inspiré de faits réels. Donc nous serons dans les années 20, donc en Oklahoma. C'est l'histoire vraie d'une tuerie d'une population indienne et ils sont morts après avoir découvert du pétrole sur leur terre. Et donc c'est à ce moment-là que DiCaprio et Robert De Niro interviennent parce qu'ils vont faire partie du FBI responsable de l'enquête. Et donc on n'en sait pas plus jusque là. En tout cas, ça part bien. Et ben c'est prometteur. Donc voilà, je voulais finir cette petite liste de films avec voilà l'avenir quoi. Une note d'espoir. C'est ça. Donc d'ici là, nous verrons. Oui, on croise les doigts. À toi, Blacks. Bon, moi je finis aussi par un côté moins connu. Enfin, le but c'est aussi de faire découvrir des films un peu moins connus mais qui sont touchants. Donc pour Belmondo, moi c'est un film qui a été un sacré coup de cœur, c'est La Viaccia. Donc en français ça a été traduit par Le Mauvais Chemin. Ça date de 1961. C'est un film de Mauro Bolognini. Alors Belmondo n'a pas trop tourné à l'étranger. Il a été sollicité dans les années 60 pour aller tourner aux États-Unis, mais son anglais étant pas très terrible, il a préféré zapper cette option et rester
resté en France. Mais après À bout de souffle, quand il commence à être connu, il devient assez frénétique et boulimique de tournage. Il tourne 6-7 films par an. Et notamment dans les années 61, 62, il fait une campagne d'Italie. Ça veut dire que voilà, il va tourner en Italie. De là va arriver 4 longs métrages, si je me souviens bien. Il y a La Ciociara, dont j'aurais pu parler pour les drames, à la place de Itinéraire d'enfant gâté, qui est avec Sophia Loren, donc qui joue le second rôle ou le premier rôle masculin de ce film. C'est d'ailleurs un des rares films où on le voit avec des lunettes, de Vittorio De Sica, donc qui d'ailleurs descendra à Cannes cette année-là. Mais bon, il est dans l'ombre de Sophia Loren encore. Il y aura un petit film sans grande prétention, La Novice, qui est pareil, où il joue le rôle d'un prétendant d'une qui en fait va finalement arriver au couvent puisqu'elle l'aura tué. Et un film aussi sans trop de prétention qui est La mer à boire, qui lui permettra de jouer avec Gina Lollobrigida, mais qui à la base était un film à sketch. Et comme ils n'ont pas eu l'argent pour les sketchs, ils ont étiré le premier, ce qui fait que c'est pas un film qui a un grand intérêt. Mais dans toute cette campagne d'Italie, il y a donc À sauver et La Ciociara et La Viaccia, qui est moins connu puisque en fait il n'a même pas été doublé en français. C'est-à-dire que dedans Belmondo est doublé par un acteur italien qui est d'ailleurs une voix un petit peu plus grave que Belmondo. Belmondo ne se doublera pas parce qu'il n'y a pas de version française qui existe. Aujourd'hui, il y a un DVD qui existe et il n'y a que la version originale italienne. Donc on peut le voir qu'en italien sous-titré français. Rapidement pour le pitch, là aussi je vais lire ce que propose Allociné. Donc le jeune Amerigo, qui donc Belmondo, quitte sa campagne natale pour la ville où il travaille chez son oncle. Tombé follement amoureux de la prostituée Bianca, c'est donc Claudia Cardinal, qui est un parangon de beauté, un modèle de beauté pour l'époque. Donc il fait tout pour subvenir à ses besoins, allant même jusqu'à voler son oncle. Donc j'en dis pas plus, mais il y a plusieurs choses. Il y a déjà le rapport entre la campagne qui meurt, puisqu'il quitte une famille qui est menacée d'être rachetée par un autre propriétaire terrien, et donc finalement lui c'est le jeune, il veut représenter la modernité, il part à la ville, et finalement il va se confronter à la dureté de la ville. C'est tout ce côté Belmondo un peu fébrile. En plus c'est un peu exotique de le voir en Italie, même si on peut le voir autrement. C'est aussi un personnage qui accepte d'être faible, parce que finalement il accepte tout par amour pour Bianca, pour Claudia Cardinal. Et surtout c'est un film que j'ai découvert adolescent et qui a une fin quand même assez magnifique. Finalement c'est un homme qui s'est confronté à la modernité, s'est confronté à la ville, a cherché à sortir de son statut de destiné d'agriculteur, et qui finalement va en payer le prix. Voilà, derrière mes mots il peut y avoir du spoil éventuellement, mais rien que pour la dernière image de ce film, pour moi c'est un film qui justement n'est pas connu. Il y a eu une diffusion cet été sur Arte, parce qu'ils avaient fait une petite thématique sur l'Italie, donc il y a eu Théorème de Pasolini par exemple, ou Mabas sur la ville de Rossi, mais il y avait La Viaccia qui pourtant ça m'a surpris, parce que c'est pas un film qui est généralement exposé, il faut vraiment connaître son existence pour le trouver en DVD, et c'est une petite maison d'édition qui fait ça. Mais voilà, si je peux le mettre en avant, c'est vraiment dans cette campagne d'Italie de Belmondo, dans les années 60. C'est un film très touchant, et encore une fois il y a cette dernière image qui est assez fulgurante. Je peux pas dire laquelle parce que forcément sinon je dis la fin du film. C'est aussi une pépite, donc voilà, si je peux la mettre en avant et la remettre en avant, je profite du podcast pour le faire. C'est beau. Donc La Viaccia, le mauvais chemin en français. Souvent c'était plus La Viaccia. Le mauvais chemin, c'est dans les livres de cinéma qu'on trouve le titre français. Éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est aussi proposer un autre film Joker, si on en a en tête. Et du coup, on est là. Voilà. Et c'est le film. Je disais tout à l'heure que j'hésitais à en citer un dernier, et finalement j'avais choisi World's Greatest Dad à la place. Non, finalement là je vais bien pouvoir parler de Boulevard. Tout simplement le dernier film dans lequel il est joué juste avant de mourir. En tout cas, le dernier film à être sorti en France. Je crois que c'est pas le dernier film qu'il a tourné, mais en tout cas c'est le dernier à être sorti en France. Donc c'est un petit drame d'1h20, très courte mais plutôt efficace, réalisé par Dito Montiel, qui lui aussi a une filmographie quand même assez diverse. Il a commencé par Il était une fois dans le Queens avec Robert Downey Jr. et Shia LaBeouf, et ensuite passé par des films comme Fighting avec Channing Tatum, Un flic pour cible, petit film d'action thriller avec Al Pacino, quand même peut-être la qualité est un peu discutable, mais bon, c'est autre chose. Il a ensuite réalisé un truc qui a rien à voir non plus, Empire State avec Dwayne Johnson et Liam Hemsworth, et ensuite donc Boulevard avec Robin Williams, donc vraiment des registres très différents. Et ensuite après Boulevard, il a réalisé un film qui s'appelle Man Down avec Shia LaBeouf encore, donc film de science-fiction
d'action et thriller, avec Gary Oldman également, et une comédie The Clapper avec Ed Helms qui est sorti il y a 2 ans, et Amanda Seyfried également. Donc voilà, un réalisateur quand même qui touche un peu à tout. Là avec Robin Williams, donc il a touché au drame. Le pitch, c'est donc Robin Williams qui joue un homme qui s'appelle Nolan, qui vit avec sa femme Joyce. Donc ils vivent tous les deux ensemble sous le même toit, ils font chambre à part depuis longtemps. Lui c'est un employé de banque modèle, et il affiche pourtant un air très absent depuis quelques temps. Il se montre insensible à une promotion. Rien ne semble pouvoir combler le vide de son existence. Un soir, alors qu'il circule le long d'une avenue déserte, il fait la rencontre de Léo, un jeune homme écorché. Et rattrapant le temps perdu, Nolan retrouve un nouveau sens à sa vie et décide enfin de ne plus se mentir. Donc ce qui n'est pas précisé dans le pitch, mais ça me semble important de le dire parce que ça saute aux yeux dès le départ, c'est que donc Léo, donc c'est un jeune homme écorché, c'est un prostitué, je sais pas si ça se dit, mais bon voilà. Un escort boy. Un escort boy, voilà, on va dire ça comme ça. En tout cas, un jeune homme qui se prostitue. Et donc voilà, il va se nouer des liens entre Nolan et Léo. Je ne dis pas lesquels, c'est pas forcément ceux qui sautent aux yeux dès le départ. Mais voilà, donc c'est un petit film intéressant, très touchant, surtout quand on le remet du coup dans le contexte de la vie de Robin Williams, quoi, un film tourné à la fin de sa vie comme ça, donc un moment où il se sentait quand même particulièrement mal, et à tel point que bon, il a eu le destin qu'on lui connaît. Mais donc voilà, c'est un film très touchant quand on le remet dans son contexte, et un petit drame qui est peut-être pas très original ni dans sa construction ni dans le message qu'il apporte. C'est un message qu'on a pu voir déjà dans des dizaines de drames auparavant. C'est pas ça n'invente rien, mais encore une fois, je pense que c'est un film à voir surtout quand on est fan de Robin Williams. Voilà, si on n'est pas particulièrement fan de l'acteur, je pense pas que ce soit indispensable de le voir, parce que comme je dis, ça n'apporte rien. Par contre, quand on est fan de Robin Williams, je pense que c'est un film à voir absolument, parce que c'est, pour nous en France en tout cas, c'est le film qui vient clôturer sa carrière, et en sachant ce qui lui est arrivé très peu de temps après le tournage, il y a forcément un côté fort, quoi. Bon, la comparaison va peut-être paraître bizarre, mais c'est un peu comme Star Wars 8 et prochainement le 9 avec Carrie Fisher, quoi. Quand on sait qu'elle est décédée juste après, qu'on la revoit notamment dans Star Wars 8, la fameuse scène où elle vole dans l'espace, bon, ça peut paraître totalement improbable, mais quand on remet cette scène dans le contexte tout en sachant qu'elle en réalité elle est décédée, la voir revenir vers le vaisseau, bon, il y a un côté symbolique très fort et très puissant. Et là c'est un peu ça en fait, Boulevard avec Robin Williams. Voilà, quand on regarde ce film en sachant qu'il est mort juste après, il y a certaines choses dans le scénario qui prennent une autre dimension. Et t'as souvent le dernier regard. Oui, mais oui. Tu te dis comme un au revoir en fait. Tu vois des au revoir à chaque fois, tu vois. C'est ça. Puis en plus on se dit que forcément il a pas dû choisir le rôle. Enfin il l'a choisi pour certaines raisons quand même. Voilà. Carrément. Donc c'est tout pour moi. Moi, en fait, je voulais juste rebondir sur Robin Williams, en fait. Mais vas-y. C'est pour proposer un documentaire qui est sur OCS actuellement, qui s'appelle Robin Williams Come Inside My Mind. Donc, c'est produit par HBO. Donc, moi, tu vois, j'étais pas fan c'est pas fan dans le sens où je ne l'aime pas. Hein. Dans le sens où je ne connaissais pas aussi bien que toi, en tout cas. Tu vois, j'ai eu quelques films de lui, mais pas. Voilà. Donc, je me suis dit que c'était l'occasion pour le connaître, pour connaître sa vie. Et en tout cas, le documentaire fait le travail, parce qu'on découvre ses tout débuts et sa toute fin. On entend ses propos, enfin, il parle beaucoup. C'est ça qui est bien dans un documentaire, c'est qu'il nous parle beaucoup de ses sentiments, il s'y confie beaucoup. D'ailleurs, tu te demandes dans quel contexte le documentaire s'est réalisé, parce qu'il se donne vraiment. Il parle beaucoup de lui, l'intimité, de ce qui est vraiment ressent plus profond de lui-même. Et donc, on suit tout au long de sa carrière. Enfin, en gros, c'est un documentaire vraiment très complet sur sa vie. Mais du coup, la question que j'ai à te poser par rapport à ça, en fait, c'est est-ce que c'est les propos qu'on entend de lui dans le film, est-ce que c'est pour le documentaire, ou est-ce que c'est des propos qui ont été pris avant sa mort? En gros, est-ce que le documentaire a été fait avant qu'il soit mort ou pas? C'est ce que je me demande. Ah, d'accord. C'est pour ça que je disais les propos, tu sais, ces propos. Je me demande dans quel contexte ils ont été faits, tu vois, parce que comment ils se donnent tellement que t'as l'impression que le documentaire. Après, c'est peut-être faut que je regarde, mais c'est peut-être que c'est un documentaire qui a été fait juste avant, tu vois, mais sans savoir comment ça allait se terminer après. Il est sorti en quelle année? L'an dernier, 2018. Ah oui. Donc bon, ça fait plusieurs années qu'il est mort, donc je pense que ça a été fait après. Je pense. Mais en tout cas, c'est un super documentaire que je conseille aux fans et aux non-fans de cet acteur. Okay. Et honnêtement, ouais, c'est touchant. Franchement, comme tu disais, et en fait, ces films le représentent. L'humour, il a besoin de faire rire, de marquer l'attention, mais en même temps, à l'intérieur de lui, c'est quelqu'un de très sensible et tu le vois en fait dans chacun de ses personnages. Pour ça, j'aime les documentaires, tu sais, parce que souvent, ça permet de mieux comprendre un acteur, de mieux le cerner. Et c'est pour ça que j'aimerais un documentaire sur Belmondo, par exemple, ça serait. Il y en a pas mal, oui. Ouais.
Je sais pas d'enfiler, ouais. Ah oui. Ouais. Il y en a fait un qui a été fait par son fils d'ailleurs, je crois, non? Belmondo, oui, où ils ont revisité un petit peu les grands lieux des films. Ils ont retrouvé d'ailleurs ils sont allés au Brésil par exemple, où ils ont retrouvé parce que dans L'Homme de Rio, il y a un petit cireur de chaussures qui était vraiment enfant, et ils ont retrouvé l'adulte. Donc oui, il y a plusieurs. Et ça s'appelle Belmondo par Belmondo, je crois. C'est ça, absolument. C'est pas mal. Voilà, d'ailleurs on voit Charles Gérard qui était derrière aussi, qui était l'ami des dernières années. Ah non, Belmondo par Belmondo, ouais, c'est très très bien. Ouais. Mais bon, il y en a plusieurs autres. Belmondo magnifique par exemple. Ça dépend quel aspect on veut voir de lui, donc il y a de quoi faire. Et après, dernière phrase sur DiCaprio, je tenais à dire, là Joker va bientôt sortir, et je tenais à dire que oui, DiCaprio était on va dire l'acteur pressenti pour faire ce rôle avant Joaquin Phoenix, parce que au départ il faut savoir que Joker c'était une production c'était prévu pour que ça soit une production Scorsese, et Scorsese a dit que si ce projet devait se faire, c'était avec DiCaprio, et au dernier moment Scorsese est parti du projet, et du coup le rôle a été passé à Joaquin Phoenix. Voilà, donc DiCaprio en Joker, ça aurait pu être intéressant également, mais bon. D'accord. Bon, donc oui, moi pour terminer, alors moi je vais terminer encore une fois par un film de Belmondo. À savoir que souvent, ce que j'ai pu constater, c'est que parfois un film moyen, le fait que Belmondo soit présent, ça sauve le film en fait, par sa simple présence. Et il peut y avoir des films un peu plaisir coupable, qui pourraient être un petit peu lambda, ou dans ce qui se faisait à l'époque, et puis finalement, le fait que, encore une fois, que Belmondo soit là, ça apporte une petite valeur ajoutée. Donc pour moi, ce film, c'est L'Alpagueur. L'Alpagueur de Philippe Labro, qui est journaliste, écrivain et réalisateur. Il avait fait Les Ricci avant avec Belmondo aussi, en 73, quelque chose comme ça. Et L'Alpagueur, c'est purement un plaisir coupable, parce que c'est pas forcément un film policier. Voilà, c'est un film qui se laisse regarder. C'est même limite une série B. Moi, j'aime bien ces petits polars un petit peu rugueux des années 70. Et donc, c'est l'histoire, en effet, de l'Alpagueur. Donc, c'est une sorte de barbouze d'homme de main qui est utilisé un petit peu par les services secrets pour que les enquêtes qui sont bloquées un petit peu passer en dehors de la loi, pour faire avancer et arrêter les coupables. Et là, donc après une première mission, il a en effet pour mission de traquer, parce que c'est vraiment un chasseur d'hommes, un serial killer qui est surnommé l'Épervier, qui est joué par Bruno Kremer, qui était aussi un de ses amis du conservatoire, qui est super là-dessus, parce qu'on a l'image de Bruno Kremer Maigret, le dernier Maigret, qui est un peu pantouflard. Là, c'est assez mince, un très bel affrontement en fait, à distance. Et donc qui en fait braque des bijouteries. Il prend toujours des complices avec lui sur le moment, il leur promet des motos, des choses comme ça. En fait, comme il veut laisser aucun témoin, après le braquage, il tue ses complices. Et donc finalement, on n'arrive pas à mettre la main sur cet épervier, et c'est à l'Alpagueur de monter un stratagème pour retrouver sa trace. Donc pareil, c'est une méthode assez longue qui constitue le scénario. Et en fait voilà, c'est un film assez qui se laisse regarder. Après voilà, c'est pas le plus grand Belmondo. Après, juste pour l'anecdote, c'est la première fois où c'est Belmondo producteur. Il y a Cerrito Film, c'est le nom de sa grand-mère, Cerrito, son nom de famille. Et pour montrer l'exemple d'abnégation, au début du film, il y a une scène où il se bat dans une sorte de camping, devant une caravane de nuit, et où il assomme les hommes de main, et où il les traîne de dos, en effet, par terre. Et en fait, il s'est froissé un muscle en faisant ça. Et plus loin dans le film, au milieu, il y a une scène où son complice se fait enlever par deux routiers, parce qu'ils se sont cachés dans le camion, et ils ont retrouvé la trace. Et donc, ils ont embarqué son complice, et lui se trouve en haut d'une butée qu'il a à descendre pour rattraper le camion qui est dans une petite montée, et monter sur le camion. Or, il a ce problème de muscle en fait, et ce qui fait qu'il s'est plaint à aucun moment. Ça faisait un début de hernie quoi en fait. Et le côté Belmondo producteur, il a pas laissé un mot. Il a même fait 2 fois cette scène où il doit courir, s'accrocher au camion, monter le camion. Donc c'est un exemple d'abnégation, même pour un tout petit film par rapport à tout ce qu'il a fait après, qui est L'Alpagueur. Et il s'est donné à fond. Donc une petite série B, un petit plaisir coupable, vu qu'on en parlait il y a pas très longtemps de ces plaisirs coupables. Voilà, pas le plus grand Belmondo, mais qui se laisse suivre. Voilà. Puis c'est très années 70, j'aime beaucoup cette ambiance. Puis surtout Bruno Kremer en face, c'est un beau duel. Voilà pour ça. Bon voilà, je pense qu'on a fait le tour de nos sujets. Voilà, donc c'est la fin de cette émission. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On vous mettra comme d'habitude les liens sur la fiche de l'émission. À la semaine prochaine tout le monde. C'était Goubi en compagnie de Gravelax. Oui, très bonne semaine, à bientôt. Et de Kada. Bonsoir. Salut. À bientôt. Bisous. Au fond, je
C'était un bel événement. Qu'à nous l'étions bien. À chaque nouveau film géant, on allait voir tous nos héros. Moi j'étais Jean-Paul Belmondo, mais pas pour jouer les flics, pour embrasser Jacqueline, casser la gueule au spleen, faire le con sur un fil et faire mourir de rire le monde. Enlacer Catherine, Ursula te sentir sur ma peau, te blottir encore, être le plus fort. Quitte à tomber de haut, mais qu'un sans un compris, seul sous un hélico, quel que soit leur établi, je vendais chèrement ma peau. Quand j'étais Jean-Paul Belmondo, mais pas pour jouer les flics, embrasser Jacqueline, chasser ma peur du vide, être un genre d'Errol Flynn et faire mourir de rire le monde. Enlacer Catherine, Ursula te sentir sur ma peau, te blottir encore, être le plus fort, faire une cascade sous les étoiles, aux en couleurs, mais personne ne meurt pour une façade, mettre les voiles, faire aux humeurs comme un bras d'honneur. Pour embrasser Jacqueline, Raquel ou bien Sophie, Claudia, Sophia aussi, et faire rougir tout ce beau monde. Embrasser Jacqueline, être un genre d'Errol Flynn, enlacer Catherine, faire le con sur un fil et faire sourire le monde, et faire sourire le monde, et faire sourire le monde. Ah oui. Ah oui. C'est bon pour vous? On y retourne? Oui, très bon. J'ai pas plié mes petits papiers pour savoir qui commence. Ah oui. Ah oui. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Tu l'as vu. Cette semaine, nous allons avoir un format un peu spécial puisque nous allons parler non pas d'un genre mais d'une personne, un acteur pour ce qui est de la sélection de cette semaine qui nous a marqué et dont on veut défendre l'œuvre notamment ici en proposant la forme d'un top 5 films de cet artiste, de cet acteur qui nous ont profondément marqué et que l'on va essayer de faire découvrir aux autres. Pour cet épisode, en effet, nous n'avons pas vu les films dont vont parler les autres. Ouais, c'est bon ça. Pour cet épisode, faut que j'inspire un petit peu. Pour cet épisode, nous n'avons pas l'idée des films que vont nous proposer les autres. On va interagir en direct. Et bien sûr, on les a peut-être vus, peut-être pas vus. Mais donc, non, c'est un peu laborieux comme début. Ah oui. Belmondo, à ce moment-là, se tourne vers le théâtre. Ça fait un bout de temps qu'il n'y est pas revenu. Avec Keane, de Jean-Paul Sartre. Puis si c'est pas bon, je changerai. Et non, c'est Jean-Paul Sartre, je crois.